Bien, bonjour à tous. Les notaires sont très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette table ronde au salon Go Entrepreneur. Donc présence des notaires impérative sur un salon comme Go Entrepreneur, puisque les notaires de France, sur tout le territoire français, accompagnent au quotidien nombre de créateurs d'entreprises ou chefs d'entreprise. Donc ça nous paraissait très important de pouvoir être présent sur ce salon, comme tous les ans. Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau statut qui est le statut des indépendants qui vient juste de sortir. Et pour ce faire, donc nous sommes deux notaires et un témoin, chef d'entreprise, qui va venir évoquer ce sujet. Donc, je suis David Ménétré, notaire à Reims. Jérôme Cesbron, notaire à Grenoble. Et moi, c'est Karim El Azaoui et je me lance dans la création de contenu vidéo. Donc, ce qu'on peut faire, Karim, peut-être, c'est que tu nous poses les questions au fur et à mesure et puis qu'on essaye tous les deux d'y répondre. Alors oui, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Moi, toute ma vie professionnelle était en CDI. Donc, et là, comme je me lance, j'en suis au stade où je dois faire un choix entre l'entreprise individuelle et société. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai, mais je me trouve face à pas mal de craintes dues à ces statuts-là. Et j'ai entendu parler de ce nouveau statut qui vient de sortir là. Et la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que ce statut-là est-ce qu'il va me rassurer? Est-ce qu'il est plus protecteur que les statuts type EIRL ou entreprise individuelle auxquels j'avais pensé jusque-là? Alors, pour répondre à cette question, on peut commencer par faire un bref rappel historique. Quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, historiquement, on avait le choix entre entreprise individuelle ou avoir recours à une forme sociale, créer une SARL. Alors, excusez-moi, il est normal que vous ne nous entendiez pas puisqu'il y a un système de QR code à flasher qui vous permet d'avoir la transmission de ce que l'on dit sur vos écouteurs. Le QR code se trouvant à la droite, à l'entrée de la salle. Donc je n'ai pas d'autres solutions à vous proposer malheureusement. Voilà, donc je disais traditionnellement le choix à faire entre forme sociale, SARL, SAS ou entreprise individuelle. Historiquement aussi, le législateur a essayé de protéger de plus en plus l'entrepreneur individuel. Quand on choisissait de ne pas avoir recours à une forme sociale, eh bien, a été inventé successivement l'insaisissabilité de la résidence principale, l'insaisissabilité élargie, puis le statut de l'EIRL que Karim évoquait à l'instant, qui était un petit peu complexe. Et donc tout récemment, la dernière évolution, c'est la création de ce statut indépendant. Et la vocation première de ce statut, effectivement, pour répondre à la question, c'est d'être protecteur pour l'entrepreneur. Comment est-ce que ce statut va améliorer la protection? Eh bien, tout d'abord parce qu'il va être automatique. Auparavant, si on souhaitait s'orienter vers le IRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, on avait une démarche à faire, il fallait opter pour ce statut. À partir de la loi, alors la loi a été votée le 14 février et elle est applicable automatiquement 3 mois après. Et à partir de ce moment-là, dès lors qu'une personne va exercer une activité professionnelle indépendante, elle va bénéficier du statut de l'indépendant. Donc c'est un statut automatique, c'est un statut unique. Il n'y aura plus donc ces différentes possibilités. Alors, les EIRL existantes vont survivre un petit peu, mais il n'est plus possible d'en créer des nouvelles. Et maintenant, n'importe qui va se lancer dans l'aventure entrepreneuriale va bénéficier de ce statut. D'accord. Alors, ouais, c'est chouette ça. Est-ce qu'il y a par exemple un capital de départ à mettre comme une société par exemple, ou est-ce que, en gros, quelles sont les démarches pour se lancer dans ce statut-là en fait? Parce que ça m'intéresse. Alors, ouais, comme la vocation de ce statut est d'être unique et automatique, il n'y a aucune démarche. Il n'y a pas cette notion de capital minimum. Alors, c'est vrai qu'avec l'évolution dans le temps, aujourd'hui, le capital minimum en société
est devenu presque un non-sujet puisqu'il peut être très faible. Néanmoins, il y a quand même un formalisme de constitution de société et de frais associés qui disparaît dans le statut de l'indépendant, qui n'existe pas plutôt, puisque, encore une fois, zéro démarche, zéro capital, uniquement le fait d'exercer une activité fait bénéficier de ce statut. D'accord. Alors, l'une des interrogations que j'avais, c'était par rapport au patrimoine personnel. C'est-à-dire que, alors d'abord, est-ce que mon patrimoine est protégé? Et puis deuxièmement, voilà, je dois faire des achats d'ordinateurs ou de caméras pour cette société-là. Comment est-ce qu'on fait le distinguo entre patrimoine personnel et... Est-ce que c'est protégé, quoi? C'est ça ma question, en fait. Alors, sur cette question, est-ce que mon patrimoine personnel est protégé? Oui, dans ce nouveau statut, le patrimoine personnel est protégé. C'est la grande nouveauté par rapport à ce qui se passait avant. Auparavant, le patrimoine personnel était captable, saisissable par des créanciers du travailleur indépendant. Donc, on parle du commerçant, de l'artisan, du chef d'entreprise qui se monte en nom propre. Auparavant, le patrimoine personnel était saisissable. On pouvait y échapper par le statut de l'EIRL dont vient de parler Jérôme, où on affectait les biens professionnels et seuls les biens professionnels étaient captables, saisissables par les créanciers. Maintenant, on a inversé les choses. C'est que tout ce qui est professionnel est saisissable sans qu'il soit nécessaire de l'affecter ou de le déclarer. Et ce qui veut donc dire que tout le patrimoine personnel n'est pas saisissable. Il n'est pas captable par les créanciers. Donc, la grande nouveauté, c'est que on peut se lancer dans une entreprise individuelle, on peut courir un risque professionnel. Si jamais ça peut arriver, on trébuche. Eh bien, c'est pas parce qu'on trébuche que tout le patrimoine personnel va être saisissable. Alors attention, il y a une exception qui est importante, c'est que à certaines occasions, on va pouvoir déclarer que son patrimoine personnel, pour une opération déterminée, est saisissable. Je prends l'exemple d'un banquier, par exemple, qui pourrait, nos amis banquiers vous proposent un financement bancaire à titre professionnel, mais en tant qu'indépendant. Et le banquier pourrait vous demander de renoncer à cette insaisissabilité finalement de votre patrimoine personnel. Donc attention, ça va être une discussion avec les banquiers sur ce sujet-là. Mais à la réponse, est-ce que mon patrimoine personnel est protégé? La réponse est oui. Il y avait une deuxième question. Voilà, c'était sur les ordinateurs, par exemple, que je vais acheter. Alors les ordinateurs qu'on va acheter, c'est un bon exemple, mais les ordinateurs, si on est en auto-entrepreneur, on n'a pas de listing de biens qui sont professionnels. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut être en entreprise individuelle sans être en auto-entrepreneur et avoir un bilan. Quand on a un bilan, on va avoir certains biens professionnels. Les biens qui sont utilisés pour l'activité professionnelle vont être inscrits au bilan au titre des immobilisations et vont pouvoir être amortis. Mais là, il n'y a pas de doute. Les biens qui sont inscrits au bilan sont des biens professionnels et ceux-là sont saisissables. Alors, quand on est auto-entrepreneur, c'est quoi la limite entre le bien professionnel et le bien qui n'est pas professionnel? Alors, si c'est une machine-outil, c'est forcément professionnel. Maintenant, un ordinateur. Si l'ordinateur, vous vous en servez, on a tous un ordi portable chez soi. Est-ce qu'on s'en sert à la fois à titre perso et à la fois à titre professionnel? C'est la grande question. S'il est utilisé à titre professionnel et qu'il est assez facile d'en rapporter la preuve, oui, cet ordinateur sera saisissable. Si maintenant il est utilisé occasionnellement à titre professionnel et quasi majoritairement à titre personnel, il ne sera pas saisissable. Donc là, on n'a pas de réponse claire à vous donner. C'est en fonction du type de bien et de son usage qu'on verra si ce bien est saisissable ou pas. L'ordinateur, c'est une vraie question parce que l'ordinateur, le téléphone, on s'en sert à la fois, c'est mixte, on s'en sert à la fois personnellement et professionnellement. Niveau fiscalité, maintenant j'imagine que je vais être soumis à l'impôt sur le revenu. Est-ce que je peux, en optant pour ce statut unique, ce nouveau statut, opter pour l'impôt sur les sociétés? Alors, en matière de fiscalité, effectivement, par défaut, l'imposition de l'entrepreneur individuel, c'est l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que sur l'ensemble de résultats qui vont être générés par son activité, l'entrepreneur va déclarer dans son impôt sur le revenu classique, alors en BIC ou en BNC en fonction de l'activité ou même en agricole, et puis on va lui appliquer le taux de son imposition sur le revenu, le taux progressif, avec les différentes tranches que vous connaissez peut-être, 11, 30, 41, 45%. Ça, c'est le principe.
il est possible, sur option, de choisir d'être imposé à l'impôt sur les sociétés. En fait, je fais une petite parenthèse, mais on s'aperçoit globalement, et ça va avec tout le sujet qu'on évoque, que la tendance, c'est de se rapprocher de plus en plus de la situation que connaît un entrepreneur qui exerce par une société sans être passé par la société. On a vu protection du patrimoine, impôt sur les sociétés. Donc tout ça, ça converge vers un rapprochement entre les deux statuts. Pour en revenir à la question sur l'IS, c'est quelque chose qui était déjà possible auparavant, mais qui nécessitait de passer par le stade EIRL, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que j'étais entrepreneur individuel, je faisais une démarche pour rentrer dans le statut de l'EIRL, et ensuite je faisais une deuxième démarche pour être assimilé à une société, et du coup pour être assujetti à l'impôt sur les sociétés. Simplification, toujours dans cette logique d'automatisme et d'unicité. Aujourd'hui, j'ai plus, par définition, j'ai dit tout à l'heure que le IRL disparaissait, donc forcément, j'ai plus ce stade-là. Je suis entrepreneur individuel, j'opte, là j'ai une démarche à faire, par contre, une démarche positive vis-à-vis du fisc, j'opte pour être assujetti à l'impôt sur les sociétés. Attention, cet assujettissement, il est définitif, à une exception près, c'est pendant 5 ans, j'ai le droit de faire marche arrière. Ça, c'est une disposition qui date de la loi de finances pour l'année dernière. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que fiscalement, si je fais marche arrière, ça veut dire que j'ai une cessation d'activité d'entreprise à l'IS pour revenir à l'IR. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. En revanche, je peux tout à fait, donc, à tout moment, dire je bascule et je suis assujetti à l'IS. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? En fait, c'est à vous de me dire. En fait, il faut bien comprendre la conséquence. Je rappelle, je disais à l'instant, si je reste assujetti à l'impôt sur le revenu, la totalité de mes gains sont imposables. Mais une fois qu'ils sont imposables, ils sont à moi, à titre perso, et j'en fais bien ce que j'en veux. Si je choisis d'être assujetti à l'impôt sur les sociétés, je vais être imposé à l'IS sur la totalité de mes gains également, sachant que le taux de l'IS aujourd'hui, c'est 15% jusqu'à 38 120 euros, si je ne dis pas de bêtises, de gains, puis 25%. Donc, si je compare avec un taux moyen à 30% d'imposition à l'IR, c'est plus intéressant d'être à 15 sur le début, puis à 25, que d'être à 30. En revanche, une fois que j'ai payé mon impôt sur les sociétés, l'argent appartient toujours à mon entreprise individuelle. Et si je veux l'utiliser à titre perso, il va falloir que je le distribue et que je subisse un deuxième impôt de distribution. Donc ça n'a de sens, le choix de l'IS, ça n'a de sens que si les revenus que je tire de mon activité sont supérieurs à mes besoins, que je vais réutiliser une partie de ces revenus dans le cadre de mon entreprise, et du coup, je les impose moins parce qu'ils restent dans l'activité. En revanche, si, et c'est souvent le cas quand on démarre, je vais avoir tendance à capter la totalité du revenu à titre perso, l'option IS n'est pas avantageuse. D'accord. Si je devais opter pour ce statut unique, ce nouveau statut unique, quel serait mon statut social en fait, David ? Alors concernant le statut social, c'est pas encore clairement défini, mais on va se rapprocher, à mon sens, du statut des travailleurs non salariés. Alors ça va être le statut de travailleur indépendant ou de professionnel indépendant qui se rapproche du statut des travailleurs non salariés. Alors il y a plusieurs points importants dans ce nouveau statut social du travailleur indépendant. Il y a déjà un point, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sur le statut de conjoint collaborateur, qui est un statut qui est dur pour le conjoint collaborateur parce qu'il n'y a quasiment aucune protection pour ce conjoint. Et bien dans le texte, il a été prévu de le plafonner à 5 ans. C'est-à-dire que le conjoint collaborateur pourra user de ce statut pendant 5 ans et après il devra choisir pour un statut de conjoint salarié ou conjoint associé. Le deuxième point, et ça c'est important, ça concerne les charges sociales qu'on va payer. Ce qui se passait auparavant, c'est que les charges sociales, elles étaient calculées sur l'année N-2. Donc en 2022, vous créez votre statut d'indépendant, vous lancez votre business, votre entreprise. Et puis vous allez payer des charges sur ce qui s'est passé à N-2. Donc dans 2 ans, vous paierez les charges de 2022. Et il y avait un réajustement des charges à l'année N+1. Le problème, c'est qu'entre N-2 et
N+1, il peut y avoir plus de trésorerie. On peut avoir fait des belles années il y a 2 ans, mais au moment où on payait les charges, eh bien, il n'y a plus de trésorerie pour les payer. Au moment où on calculait les charges, pardon, il n'y a plus de trésorerie pour les payer. Eh bien, il va y avoir maintenant une possibilité de modulation en temps réel de ces charges. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, c'était déjà en expérimentation dans la région Île-de-France et ça va être maintenant possible pour tout le territoire français. Il va être possible de moduler ces charges dans l'année. Donc en fonction du chiffre d'affaires qu'on va générer, on va pouvoir augmenter ou baisser ces charges. Alors la grande nouveauté aussi, c'est qu'on a le droit de se tromper. Et ça, c'est vraiment dans la tendance fiscale depuis quelques années. On a un droit à l'erreur. Auparavant, quand on se trompait, qu'on avait une erreur qui dépassait le tiers, il y avait des pénalités, il y avait une sanction. Aujourd'hui, avec ce droit à l'erreur, si on s'est trompé, il n'y a plus de sanction. Donc on a le droit de se tromper, on a le droit de moduler ses charges durant l'année, mais on a aussi le droit de se tromper. Et de toute façon, quand on refera le calcul, on paiera les charges sur ce qui est dû, mais sans avoir de pénalité. 2 petits points qui sont importants, c'est aussi l'effet de la crise sanitaire que nous avons vécue, qui est, je l'espère, derrière nous, parce que notamment concernant le calcul des indemnités journalières. Auparavant, s'il y avait une baisse de plus de 10% du revenu, il y avait une baisse du chiffre d'affaires, il y avait une baisse de plus de 10% des indemnités journalières. Eh bien, si 2020 était concerné par cette année, où évidemment il y a beaucoup de travailleurs indépendants qui n'ont pas pu générer de chiffre d'affaires, eh bien là on va pouvoir ne pas prendre en compte cette année 2020 dans le calcul des indemnités journalières. Donc ça c'est intéressant, pouvoir gommer cette année. Et puis de la même façon pour le droit à la retraite et les trimestres, pour les travailleurs indépendants, et si tant est soit qu'ils exerçaient avant le 1er janvier 2020, pour les travailleurs indépendants qui n'auraient pas pu générer de chiffre d'affaires et qui n'auraient pas travaillé pendant l'année 2020, eh bien on va pouvoir avoir une attribution de trimestre gratuit pour compenser cette non-activité et qui aurait pu être préjudiciable pour le cas précis de la retraite. Voilà pour répondre à votre question. Mais on va se rapprocher à un statut qui est aujourd'hui le statut des travailleurs non salariés. Le statut d'indépendant s'en rapprochera très fortement. Alors vous avez abordé justement les retraites. Comment est-ce que ce statut va me permettre de cotiser pour ma retraite et voir le chômage d'ailleurs ? Alors, en fait, on ne va pas parler de chômage, on va parler d'une allocation travailleur indépendant. L'allocation travailleur indépendant, elle existait déjà pour les travailleurs indépendants qui subissaient une procédure collective. Une procédure collective, c'est un redressement, une liquidation judiciaire, on trébuche et puis on est obligé de déposer le bilan. Eh bien, cette allocation travailleur indépendant, elle existait. Il faut savoir qu'elle est de 800 euros pendant 6 mois. Donc, versus 0, je veux dire, ça permet de ne pas rien avoir pendant cette période-là. Eh bien, cette allocation travailleur indépendant, elle va être possible dans ce nouveau statut. Il va y avoir un assouplissement sur les conditions de revenus. Alors, en imaginant une cessation d'activité, quand l'activité n'est plus viable et qu'on est obligé d'arrêter, par exemple, quand c'est plus viable, on est obligé d'arrêter parce que son chiffre d'affaires a chuté de 30%, eh bien, on pourra s'arrêter et puis percevoir cette allocation travailleur indépendant. La deuxième possibilité aussi pour toucher cette allocation, que j'appelle pas chômage, mais travailleur indépendant, même si au fond, moi, j'ai vraiment envie de dire allocation chômage, lorsqu'on a des revenus qui sur les 2 dernières années sont inférieurs à 10 000 euros par an, donc c'est rien 10 000 euros par an, et bien dans cette hypothèse on arrête son activité, on aura le droit de percevoir cette allocation travailleur indépendant. Donc on voit qu'elle n'est pas réservée exclusivement aux procédures collectives, elle est due aussi quand on arrête son activité parce que l'activité n'est plus viable et qu'il faut savoir s'arrêter. Voilà. Si tu permets, David, pour enfoncer le clou, parce que tu l'as sous-entendu et tu l'as évoqué, mais c'est une question récurrente, il faut être quand même très clair sur le fait que l'indemnisation Pôle emploi, l'indemnisation chômage est liée au statut de salarié. Donc le fait de quitter le monde du salariat, et c'est ce vers quoi dirigeait Karim, vous fait sortir de cette logique, ce qui veut dire plus de cotisation, mais plus d'indemnisation. Alors, vous allez conserver, bien sûr, ce que vous avez acquis avant, quand vous étiez salarié, avec cette possibilité, selon les différents régimes, de conserver votre indemnisation sur la durée initiale tout en lançant votre activité, ou de transformer le montant qui vous est alloué en capital pour vous aider à démarrer. Mais tout ça, c'est ce que vous avez gagné avant.
vous n'allez plus cotiser, mais vous n'allez plus non plus bénéficier de la protection, à l'exception de ce que tu disais très bien, David, de ce petit coup de pouce qui est l'ATI 800 € 6 mois. Donc c'est la seule protection chômage réelle qui existe dans le statut d'indépendant. Il y avait une question sur la retraite aussi. Comment je continue à cotiser pour ma retraite aussi en étant dans ce statut. Oui, bien sûr. Bien sûr. Autant pour le chômage, il n'y a pas. Autant pour la retraite, on a un système de cotisation pour les indépendants. Pour faire simple, on ne va pas rentrer dans les chiffres et dans les pourcentages parce qu'ils ils dépendent de plusieurs critères de revenus, etc. Mais pour faire simple, les cotisations des travailleurs indépendants sont, en schématisant un tout petit peu, un peu moins coûteuses que dans le salariat, mais donnent droit à un petit peu moins de retraite plus tard. Donc le conseil, quand on démarre, effectivement, on va se contenter du minimum de cotisation pour être protégé. Alors ça vaut pour la retraite, ça vaut évidemment aussi pour la sécurité sociale. Là, il y a cette protection. En revanche, il est souhaitable et préférable, dès lors que l'activité le permet, de doubler ces cotisations obligatoires par des cotisations volontaires, facultatives, qui vont permettre d'améliorer un petit peu la retraite future à laquelle on peut espérer. C'est une constante dans l'entrepreneuriat et souvent on s'en aperçoit un peu tard. On est très content de ne pas payer trop de cotisations pendant sa durée d'exercice, mais on s'aperçoit un peu tard, au moment où on arrête de travailler, que qui dit peu de cotisation dit peu de retraite. Il y a un lien assez direct entre les deux, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper d'une manière ou d'une autre. On se construit un peu sa retraite tout seul quand on est indépendant. C'est une cotisation qu'on appelle de type Madelin, cotisation Madelin. Voilà. Qui sont déductibles d'ailleurs de ces revenus pendant qu'on est en exercice. Et donc c'est assez intéressant, mais il faut avoir la trésorerie pour le faire, évidemment. Oui. Alors, j'opte pour ce statut, qui est d'ailleurs assez alléchant d'ailleurs. Et maintenant, comment est-ce que je peux faire pour changer de statut? C'est-à-dire que passer par exemple en société plus tard, parce que l'idée aussi c'est de me lancer en indépendant là, et puis potentiellement de passer en société par la suite. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire pour passer en statut, puis ça prend combien de temps? Alors, il est tout à fait possible de passer d'un statut de travailleur indépendant, d'entrepreneur indépendant, à un statut de société, ce qui était déjà le cas auparavant. Simplement, là aussi, l'évolution naturelle, l'évolution souhaitée, c'est de simplifier cette transmission. Alors, concrètement, ça peut se faire soit par un apport de l'activité à la société que je vais créer. C'est-à-dire que je transmets l'activité qui m'appartenait, je la transmets à la société que j'ai créée. Donc cette activité va appartenir, entre guillemets, à la société, en échange de quoi la société va me donner des parts sociales ou des actions, et je vais devenir associé de la société. Donc là, il n'y a pas de mouvement de fonds, il n'y a pas de trésorerie, simplement, c'est ce qu'on appelle un apport. Je donne mon activité à la société qui elle-même me donne ces titres. Ou, deuxième possibilité, je peux vendre mon activité à la société. Donc, ça sous-entend a priori qu'on a un banquier qui nous suit. La société que j'ai constituée va emprunter pour m'acheter l'activité que j'ai créée en tant qu'indépendant et pour en devenir propriétaire. La difficulté fiscalement, c'est que je sois en apport ou en cession, en vente, ça se traduit par une cessation de mon activité d'indépendant et une nouvelle création. La cessation peut avoir comme conséquence de générer de l'impôt de plus-value. Puisque j'ai créé une entreprise, donc au début elle vaut 0, je lui ai fait prendre de la valeur. Cette valeur, c'est générateur de plus-value, et la plus-value en France est imposable. La bonne nouvelle qui est concomitante à ce nouveau plan indépendant, c'est que la transmission va être facilitée par une augmentation des plafonds de l'exonération de fiscalité.
historiquement, quand je cédais, donc je suis, enfin ça vaut dans les deux hypothèses, apport ou cession, historiquement, si la valeur du fonds de commerce que je transmettais était inférieure à 300 000 euros, j'avais une exonération totale de plus-value. Et puis, si elle était compris entre 300 et 500, j'avais une exonération partielle pour arriver à zéro, pour qu'il n'y ait pas en fait de barrière trop importante entre 300 et 320 000. Donc, jusqu'à 300, exonération totale de plus-value. La nouveauté de cette année, donc dans le cadre de ce plan indépendant, c'est que ce montant est porté de 300 à 500 000 euros. Et l'exonération partielle est portée de 500 000 à 1 million. Donc on voit que c'est des montants qui commencent à être quand même assez significatifs. Pratiquement, on sait que si la décision est prise à un moment ou à un autre de passer d'indépendant à société, c'est parce qu'on est à peu près dans ces valeurs d'activité. Donc jusqu'à 500 000 euros aujourd'hui, je peux gratuitement transmettre mon activité à une société que j'aurais créée pour cet objectif. Alors, au rayon des mesures qui veulent aussi faciliter la fiscalité et faciliter le démarrage des indépendants. Alors, on n'est plus dans la création, là, on est dans le rachat. Il est prévu pour les 2 ans qui viennent la possibilité d'amortir le fonds de commerce. Alors, pour comprendre l'intérêt de cette mesure, il faut rappeler que 2 choses, ce que c'est que l'amortissement, enfin, à quoi ça sert, et quelle était la règle du fonds de commerce. L'amortissement, c'est la possibilité de constater une charge fiscale théorique par la perte de valeur du bien que j'ai acheté. J'achète une voiture, je sais qu'elle a une durée de vie entre 5 et 10 ans, et qu'il faudra que je la rachète à terme. Je ne peux pas la passer en charge l'année où je l'achète parce que c'est un montant trop important, mais tous les ans, je vais dire qu'elle perd 20% de sa valeur, et ces 20%, ça va être une charge fiscale qui va venir diminuer ma base imposable. Donc c'est un intérêt fiscal. Traditionnellement, le fonds de commerce n'est pas amortissable pour ce qu'il représente d'incorporel. Donc dans le fonds de commerce, il y a le matériel, il y a le mobilier, tout ça, ça perd de la valeur, comme la voiture, c'est amortissable. En revanche, la valeur de la clientèle, la valeur du droit au bail, c'est pas palpable, et traditionnellement, on ne peut pas l'amortir. Pour les 2 ans qui viennent, on va pouvoir amortir. Donc ça veut dire que pour 2 ans, je vais gommer mon résultat et je vais baisser mon impôt sur la valeur de son commerce que j'aurais acheté. Ce qui peut être intéressant parce que ça va ça peut mécaniquement générer de la trésorerie. Parce que si on amortit, on va créer de la charge, donc moins d'impôts, donc ça va faire plus de trésorerie. Mais attention, plus-value à la sortie, parce qu'on va se retrouver avec un bien qui est amorti et la plus-value va être calculée après l'amortissement. Donc ça risque d'être plus compliqué à la sortie. Il y a une constante en matière fiscale, quel que soit le sujet d'ailleurs, c'est que soit on paye au fur et à mesure, un peu, soit on paye à la sortie un peu plus. Donc l'intérêt, comme tu disais, c'est de créer de la trésorerie tout de suite, mais effectivement, tu as raison de le préciser, à la sortie, on va être rattrapé un peu par la patrouille. Je reviens au risque un petit peu. Moi, je suis marié. Qu'en est-il du régime matrimonial, justement? Est-ce que mon épouse, son patrimoine sera protégé? Et qu'en est-il si elle devient collaboratrice aussi? Alors, être marié, alors je ne porte pas de jugement sur mariage, pax, concubinage. Hein. Le fait d'être marié, c'est une situation, là de fait, Karim, tu démarres ton activité, tu es déjà marié. Donc en fonction du régime matrimonial dans lequel tu te places, dans la situation avant la création de ce régime indépendant, ça aurait pu avoir une incidence forte. Pourquoi? Parce que dans le régime précédent, avant que le nouveau régime des indépendants existe, lorsqu'on est marié sous le régime de la communauté, eh bien c'était l'intégralité du patrimoine de la communauté qui était saisissable, captable par les créanciers. Donc là, c'était très dangereux parce qu'on montait son entreprise, son business personnel, on trébuche, on se casse la figure, c'était tout le patrimoine, la maison, les comptes en banque, la voiture, tout qui était saisissable. C'était dramatique. Aujourd'hui, il y a, j'ai envie de dire, presque plus de sujet, puisque le patrimoine personnel dans ce nouveau statut, on le répète, est protégé. Il est insaisissable de fait, il est protégé de fait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus trop de risques à ce sujet. Il y a quand même un risque qui n'est pas lié tellement à l'entreprise, qui est lié à la vie des couples.
Et là, on n'est pas dans le statut des indépendants. C'est que l'idée de faire un contrat de mariage, il est nécessaire, indispensable, quand on monte son activité à titre personnel, quand on monte son activité, son business, même en société, parce que, imaginez, vous montez votre activité et dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, lorsque votre activité professionnelle est prospère, eh bien votre conjoint part avec un autre ou une autre, c'est lui qui part. Eh bien, il a le droit à la moitié du business que vous avez monté. Il a le droit à la moitié des actifs de la communauté, de tout ce que vous avez pu avoir. Donc là, ce n'est pas un risque professionnel. C'est simplement un risque lié à la vie des couples. Un couple sur 2 en France divorce, se sépare. Ça fait partie de l'évolution sociétale. C'est bien, c'est pas bien, il n'y a pas de jugement à porter. Mais si on veut protéger son patrimoine quand on crée son entreprise, il me paraît indispensable de faire un contrat de mariage, d'avoir un régime séparatiste, un régime de séparation de biens. Alors, là, c'est fait. Vous êtes déjà marié. Vous n'allez pas divorcer. Tu ne vas pas divorcer, Karim, parce que tu montes ton activité professionnelle. En revanche, il est possible, alors c'est parfois un peu compliqué à l'amener psychologiquement avec son épouse ou son époux, mais il est possible de changer de régime matrimonial. C'est-à-dire, je monte une activité, c'est mon activité, toi tu as ton activité, ton salaire, ton entreprise, pourquoi pas, mais je souhaiterais protéger cette activité et changer de régime matrimonial parce que si jamais nous décidons de nous séparer dans quelques années, je ne souhaite pas partager l'économie de cette activité, de cette entreprise en deux. Voilà pour répondre à la question. Alors c'est moins, vis-à-vis des créanciers, c'est moins prégnant que sous l'ancien système. Mais dans le cadre de la protection de son patrimoine, et là je parle du divorce, de la séparation, c'est important de faire un contrat de mariage. Si tu permets, David, je partage ton analyse et tes remarques sur le moindre intérêt du régime de séparation aujourd'hui vis-à-vis des créanciers. J'y mettrai un tout petit bémol et ça rejoint ce que tu évoquais tout à l'heure. Si on est dans une situation d'entrepreneur individuel qui a des besoins de financement un peu importants et donc recours à la banque, il est probable que la banque va demander de renoncer à la protection du patrimoine personnel, du patrimoine privé, en contrepartie du prêt qu'elle va vous faire. Et là, on va revenir en fait dans la situation antérieure parce que si je suis marié en régime de communauté, la banque va demander à ce que je renonce, mais à ce que mon conjoint renonce aussi sur la quote-part de nos biens communs. Parce que sinon, elle n'aura pas atteint son objectif d'avoir un gage sur lequel elle va pouvoir se servir. Alors que si je suis marié en séparation, elle va me demander à moi de renoncer à la protection sur mes biens, mais elle ne va pas aller chercher les biens de mon conjoint. Donc dans cette hypothèse, alors, qui est peut-être pas la plus fréquente parce que c'est le cas particulier d'investissement important lié à mon activité, mais dans cette hypothèse-là, je pense que la séparation continue à avoir des vertus de protection du patrimoine du conjoint. Du coup, peut-être tu peux détailler un tout petit peu, David, les changements de régime, la possibilité de changer de régime ? Oui, alors on peut changer de régime matrimonial, il n'y a pas de délai. On est marié en communauté, on souhaite changer de régime matrimonial, passer en séparation de biens. Alors ça a un impact un peu important parce qu'il faut liquider le régime matrimonial et dire que lorsqu'on était en communauté, on avait une maison peut-être ou un appartement, on avait des comptes en banque. Il faut couper en deux, répartir en disant qu'est-ce qui sera à l'un et qu'est-ce qui sera à l'autre. Donc ça signifie qu'il faut partager les biens, comme si on divorçait d'ailleurs. Quand on divorce, on partage les biens en deux et puis on attribue à l'un les biens et à l'autre d'autres biens. Donc ça passe par cette formalité. Formalité qui passe par un acte chez le notaire qui va aussi vous aider à faire ces attributions en fonction de vos souhaits futurs et dans le souhait professionnel futur qu'on peut avoir. On peut peut-être dire un mot aussi parce que ça me fait penser on parlait de régime matrimonial, on parlait de l'époux, on parlait de l'épouse, on peut parler de la caution peut-être.
Parce que aujourd'hui, certes, les biens personnels ne sont plus saisissables. Pour autant, lorsque un banquier, vous êtes professionnel indépendant, vous allez faire un emprunt bancaire et le banquier va vous demander d'être caution d'un prêt souscrit par votre conjoint, ou votre conjoint va être, on va demander à votre conjoint d'être caution d'un prêt que vous souscrivez, attention. Attention, parce que là, on va mettre par terre cette protection du patrimoine personnel du chef d'entreprise, surtout si on est marié en communauté. Parce que si mon conjoint se porte caution, si ton conjoint se porte caution du prêt qui va être consenti par la banque, ben c'est le patrimoine de ton conjoint qui est captable. Donc concernant ces cautions, on sait que c'est difficile de discuter lorsqu'on se lance dans une entreprise ou quand on va négocier un prêt bancaire. Mais une caution, elle n'est pas forcément du montant de l'emprunt pour la durée de l'emprunt. Une caution, on peut négocier son montant. On n'est pas obligé que ce montant soit le même sur toute la durée. Il peut être dégressif au fur et à mesure de la durée de l'emprunt. Cette caution, elle peut être limitée dans le temps aussi. On peut négocier avec son banquier que dès que l'activité est lancée, on stoppe cette caution. En tous les cas, on en diminue les effets. Donc c'est une vraie négociation à avoir avec la banque. Mais attention, le nouveau statut de l'indépendant est très protecteur parce qu'il protège les biens personnels du chef d'entreprise. En revanche, la caution peut mettre à mal cette protection. Donc c'est vraiment une discussion, une négociation à avoir avec son... Et là, je vais l'appeler le partenaire banquier, qui est partenaire parce qu'il vous prête, mais il est partenaire aussi parce qu'il doit comprendre ça. Il doit savoir l'entendre. Je crois que vous avez répondu à pas mal de mes questions. C'est un statut qui mérite clairement mon intérêt. Ouais. Karim, tu as posé la question du conjoint collaborateur, mais je crois que David, tu l'avais déjà un peu esquissé tout à l'heure. C'est une question aussi qui peut se poser de manière assez régulière. C'est le conjoint qui va effectivement travailler avec vous. Et dans un premier temps, n'ayant pas forcément des revenus très importants, il existe ce statut du conjoint collaborateur qui va lui donner un minimum de protection. On est toujours dans la protection, mais vraiment un minimum. Alors, les deux points importants à savoir, c'est que ce statut, il est ouvert depuis, c'est aussi une évolution du plan indépendant, il est ouvert à tout type de conjoint. J'entends par là dans le cadre d'un mariage, mais aussi dans le cadre d'un PACS, et aussi nouveauté dans le cadre du concubinage. Donc aujourd'hui, le statut, il est ouvert dans toutes les situations d'union. Ça, c'est la première avancée. Et puis la deuxième, c'est que le législateur considère que certes, c'est un bon statut pour démarrer, mais c'est un statut qui accorde assez peu de protection finalement, et notamment assez peu de cotisation et assez peu de retraite future aux conjoints collaborateurs. De fait, il est depuis cette année limité à 5 ans. Donc pendant 5 ans, on peut être conjoint collaborateur. Passé 5 ans, il faut basculer dans un autre des statuts ouverts aux conjoints, celui soit de conjoint salarié, soit de conjoint associé si on est passé en forme sociétaire. Donc c'est encore une fois dans la logique d'améliorer la protection et en l'élargissant et en le rendant du coup temporaire. Oui, une question ? Donc il nous reste 5 minutes pour les questions. Il y a un micro qui va vous être passé. Ouais. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, pour en revenir à la dernière question que vous avez abordée, on parlait de conjoints, de PACS, de gens mariés. Est-ce que je peux poser la question par rapport à si un de nos enfants, un de nos fils, enfin moi j'ai un de mes fils qui souhaite être associé ou peut-être salarié dans un premier temps, quelles sont les dispositions dans ce cas précis ? Alors, il n'y a pas de statut d'enfant collaborateur. Donc ça n'existe pas. Donc en tant qu'entrepreneur individuel, il n'y a pas de solution. Donc
la situation que vous évoquez, elle peut amener à choisir finalement de ne pas rentrer dans le statut de l'indépendant, mais de créer une société. Si réellement c'est un projet que vous portez à deux, que vous souhaitez que la valeur créée soit partagée entre vous deux, la solution la plus naturelle, ça sera de passer par une constitution de société dans laquelle vous serez associé moitié-moitié ou pas d'ailleurs, et du coup vous partagerez les bénéfices, vous partagerez la prise de valeur, et là on revient dans une des hypothèses où la société va présenter des avantages par rapport au statut de l'indépendant. À défaut, vous ne pourrez que le salarié, comme n'importe qui. Oui, parce que quand on est travailleur indépendant, commerçant, artisan, on est seul à avoir le business. Après, il peut y avoir des collaborateurs qui travaillent, mais on est seul à travailler. Dès qu'on est à deux dans le capital, il faut être associé, et donc associé, ça veut dire société. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Écoutez, à votre disposition, stand E6 pour des consultations gratuites, évidemment, sur l'entreprise, la protection du patrimoine du chef d'entreprise, la création de l'entreprise, la transmission, voilà, toute question que vous voulez nous poser. Et puis tous les notaires de France, il y en a partout sur le territoire français. Poussez la porte des notaires pour venir parler de votre projet et ils vous répondront avec plaisir. Merci beaucoup à vous.